Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici et je remercie nos invités, Raphaël Glucksmann et Charlotte Michon, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je suis Raphaël Chenuazan, le président de la plateforme Droits de l'Homme. Je suis aussi directeur général d'Ensemble contre la peine de mort. La plateforme Droits de l'Homme a été créée en 2017, regroupe 25 ONG de défense et de promotion des droits de l'homme françaises, actifs sur l'international. Et notre objectif, c'est de renforcer la dynamique collective et par cela aussi travailler sur l'efficacité de notre travail et aussi porter de nouvelles questions. Et justement, c'est dans ce cadre que l'on a voulu porter les questionnements autour du business et droits de l'homme. Nous avons lancé un cycle de talk business et droits de l'homme de la plateforme. La première, aujourd'hui, nous en sommes au la cinquième édition qui va clôturer ce cycle ce soir. Nous avions déjà en partenariat avec Affectio Mutendi, une agence hybride de conseil en enjeux ESG à la confluence des parties prenantes. On avait travaillé sur le bilan et le tour de table de l'intégration des droits de l'homme dans les entreprises. Ça avait été l'occasion de la présentation de leur étude droits humains et SBF 120. Nous avions aussi, à l'automne, installé un dialogue entre les entreprises sur les sujets aussi politiques et sensibles que la peine de mort et la torture avec les entreprises. Nous avions travaillé sur les enjeux numériques et la régulation avec ERIM et RSF. Et enfin, sur tourisme, hier, il y avait un talk sur tourisme et exploitation sexuelle des enfants et le rôle des entreprises et le partenariat ONG-entreprise. Ce qui nous amène ici, c'est effectivement la question de ce partenariat. Devoir de vigilance, pacte, la loi Pacte, entreprise à mission, compliance, parties prenantes, le secteur textile et confection, secteur minier extractif, RSE, droits humains, droits civils et politiques, Chine, Qatar, Arabie Saoudite, partenariat entreprise ONG et aussi le rôle des politiques. C'est un peu l'ambition que l'on a aujourd'hui à aborder avec nos invités. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Glucksmann, essayiste, journaliste et depuis 2020 parlementaire européen de Place Publique. Il est aussi, Raphaël, tu es aussi vice-président de la sous-commission droit, de la sous-commission droits de l'homme au Parlement européen et est très engagé sur les questions de devoir de vigilance, mais au-delà de la question de la loi et du travail sur la loi, un travail sur une campagne sur les Ouïghours en Chine, la question en Russie, en Arabie Saoudite, qui nous mène sur beaucoup de combats communs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on voulait dialoguer avec toi. Nous avons aussi avec nous ce soir Charlotte Michon, qui est déléguée générale d'entreprise et pour les droits de l'homme, et élève avocate, qui est entreprise pour les droits de l'homme, qui est un lieu d'échange. Excusez-moi, mon téléphone, je suis par téléphone, qui est un lieu d'échange de travaux et de propositions d'entreprises internationales. C'est comme ça que vous vous présentez. Pour une meilleure intégration des droits de l'homme dans les politiques et pratiques des entreprises. Il y a 22 entreprises membres d'EDH, parmi lesquelles Suez, Société Générale, Orange, Michelin, Thales, la BNP, Decathlon et bien d'autres. Charlotte, tu es aussi élève avocate dans le cabinet Zimray et Finel, spécialisée dans les droits de l'homme, des affaires et les violations des droits fondamentaux. Là encore, le cabinet de notre ami François Zimray, que l'on connaît bien tous, est ancien ambassadeur pour les droits de l'homme et se targue d'avoir une approche hybride. Alors, justement, d'abord, avant peut-être à tous les participants au talk, il y a un onglet questions-réponses sur lequel je vous invite à poser vos questions à l'écrit. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez voter pour ces questions. Ça permettra de les remonter quand vous les trouvez pertinentes. Et on essaiera de les poser à la fin de ce talk. D'abord, je voulais m'adresser à Raphaël Glucksmann. On a eu excusez-moi, on a eu
on a eu une évolution sur la loi qui a été évolutif. Je dirais qu'il y a d'abord eu le Rana Plaza en 2013 qui a un peu installé un cadre, une sorte de début de prise de conscience. Et puis, très vite, il y a eu la loi devoir de vigilance en France en 2017. En 2014, il y a eu le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a initié un groupe de travail pour l'élaboration d'un traité international sur le respect des droits de l'homme par les multinationales, qui est toujours en cours de négociation à l'heure actuelle. Et au Parlement européen, à l'initiative d'un certain nombre de parlementaires dont tu fais partie. Récemment, encore le 10 mars dernier, le Parlement européen a adopté le rapport d'initiative législative sur le devoir de vigilance, adopté par 504 voix pour, 79 contre et 112 abstentions. Finalement, ces récentes avancées législatives en France, en Europe, au Parlement européen, est-ce qu'elles contribuent, selon vous, à rétablir la place des droits humains au cœur de la thématique RSE qui est présente depuis quand même un certain nombre d'années maintenant? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation et de l'occasion d'échanger. Alors, je ne vais pas partir dans un extrêmement long monologue, mais c'est la grande question, en fait, cette capacité à inscrire les droits humains dans le réel. Et le réel, c'est d'abord les chaînes de valeur des entreprises, c'est la production, c'est le commerce, c'est tout ce qui n'est pas de la pétition de principe. Et vous avez raison, l'ambition, elle vient de loin sur le devoir de vigilance. Elle a été portée par des ONG, elle a été rendue plus vivace que jamais par des immenses scandales et des désastres, le Rana Plaza par exemple, mais d'autres aussi. Et ça a débouché finalement à l'échelle européenne sur ce projet de législation européenne sur le devoir de vigilance. On a beaucoup pioché dans la législation française de 2017 et en essayant d'aller plus loin déjà parce qu'en fait, il y a besoin d'un cadre européen pour le faire. Alors là, typiquement, c'est s'il y a un sujet qui montre que l'Europe peut être la bonne échelle, c'est la question du devoir de vigilance et la question de l'impact qu'on peut avoir sur la structuration même de la globalisation à travers cette législation. À l'échelle française, on n'aura pas une refonte des chaînes de valeur des multinationales à l'échelle du globe. Par contre, à l'échelle européenne, c'est quand même le premier marché du monde. Il n'y a pas une multinationale, pas une grande entreprise dans le monde qui n'a pas besoin. Vous m'entendez toujours? Très bien. Moi, j'entends très bien. Parce que j'ai un écho, en fait. Attendez, je dois faire un truc parce que je parle sur moi. Je désactive le son, donc vous me ferez un signe si vous me perdez. Et j'espère que ça va fonctionner. Et donc, il y a une échelle européenne qui est absolument fondamentale pour ça. Et pour reprendre l'historique un peu, moi j'étais rapporteur pour la Commission des droits humains. C'était un projet qui impliquait différentes commissions. Au début, quand on a proposé un texte ambitieux, la plupart des députés conservateurs, par exemple, nous prenaient pour des espèces de bolcheviks. C'est-à-dire l'idée que ce serait sur l'ensemble des chaînes de valeur et pas simplement sur la première tranche, c'est-à-dire le premier fournisseur non européen. L'idée que ça s'appliquerait pas simplement aux très grandes entreprises comme la loi française, mais à l'ensemble des entreprises de taille suffisante ou de petites entreprises, mais dans des secteurs à risque. Toutes ces idées-là, l'idée de l'inversion de la charge de la preuve, toutes ces idées-là étaient caractérisées comme étant trop radicales. Et finalement, dans le débat au Parlement, et grâce, il faut le dire, à l'investissement des citoyennes et des citoyens, pas simplement des ONG, mais même de toutes les campagnes, par exemple sur la question de l'esclavage des Ouïghours et les marques qui en bénéficiaient suite au rapport du think tank australien ASPI sur les 83 multinationales qui bénéficiaient dans leur chaîne de valeur de la mise en esclavage d'un peuple, toutes ces campagnes, eh bien, et tous nos débats ont fait évoluer finalement les positions et on arrive à avoir un consensus sur un texte qui est extrêmement ambitieux. Alors, on n'est pas
dans le texte parfait, parce que moi, je pense que contrairement à la loi française et même au texte du Parlement européen, il faudrait une responsabilité pénale et pas simplement civile. Mais on est quand même dans un texte extrêmement ambitieux et qui n'est que le début du chemin. Parce qu'en fait, quand on parle de l'Europe, vous me posez la question sur les évolutions législatives. Pour l'instant, on est au début de l'évolution législative parce qu'il faut encore que la Commission présente une directive, que cette directive, elle était prévue pour juillet. Là, elle revient d'être repoussée au début de l'automne. Il faut que cette directive, elle reprenne l'ensemble de notre texte. Ensuite, il faudra qu'on la valide et qu'elle soit transcrite dans les législations nationales. Donc, on n'en est qu'au début d'un long combat et je pense que une des clés du succès, ce sera l'investissement, le niveau d'investissement du public dans ce débat. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réalité, si vous avez un débat à huis clos, vous êtes sûr d'avoir un texte amoindri. Si vous avez un débat public, c'est extrêmement compliqué pour les députés et la Commission européenne et ensuite le Conseil européen de se faire l'avocat de boîtes comme Zara ou comme Nike, par exemple, qui décident de compter sur l'esclavage dans leur chaîne de production ou d'autres compagnies qui commettent des écocides sur leur chaîne de valeur via leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à défendre publiquement. Donc, le niveau d'investissement du public conditionnera la qualité et l'ambition des lois qui vont être produites et qui vont être transcrites dans les droits nationaux. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que je pense qu'en fait, c'est un… On dit toujours qu'on a perdu le contrôle. Vous savez, c'est le slogan du Brexit, « Take back control », que finalement, la globalisation nous a privés de toute forme de souveraineté. Là, on a un projet qui est une véritable reprise de contrôle. On a finalement quelque chose qui peut réconcilier les citoyens avec l'échelle européenne d'une part, mais avec la politique, l'idée même de politique de l'autre. Et je crois que c'est vraiment une occasion à ne pas rater et un texte fondamental. Enfin, pour moi, je sais que c'est à mon avis, le cœur même de notre mandat, des 5 années qui nous ont été confiées. Moi, je suis convaincu que si on arrive à le faire, on a un impact réel sur la globalisation pour une raison très simple. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas, je pourrais parler des heures, mais je vais me calmer. C'est que, en fait, ce texte ne s'appliquera évidemment pas qu'aux entreprises européennes, mais à toutes les entreprises qui veulent avoir accès au marché européen. Et quelle grande entreprise aujourd'hui ne veut pas avoir accès au marché européen? Ça n'existe pas. Et de manière évidente, si Adidas se conforme au devoir de vigilance tel que défini dans notre projet, eh bien, il est inenvisageable qu'on ne demande pas à Nike de s'y conformer aussi s'ils vendent dans les mêmes magasins qu'Adidas sur le sol européen. Et donc, il y a là une conséquence immense de ce texte-là, et je termine là-dessus. Il y a un G7 qui arrive, et il y a un sommet Union européenne-États-Unis qui arrive. Je pense qu'aujourd'hui, vu le changement d'attitude à Washington, c'est typiquement le genre de sujet qui doit être porté par les Européens, les leaders européens, dans leur relation avec les États-Unis, pour imposer un agenda commun sur la question des chaînes de valeur, en particulier des multinationales, mais en règle générale des entreprises. Et là, il y a vraiment un new frontier, une nouvelle frontière du politique et du monde de l'entreprise. Et je crois que ce n'est pas du tout quelque chose qui est contre le business. Au contraire, il y aura, à mon avis, dans cette évolution et sur la question du devoir de vigilance, une immense opportunité pour des boîtes européennes et pour de nouveaux marchés. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être l'un des instruments de reconquête du monde par le politique et par l'esprit civique. Merci Raphaël. Il y a une question qui me vient, et après, je vais passer après la parole à Charlotte, mais il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que je me rappelle dans un précédent talk, certains avaient soulevé la question que, à la suite de la loi vigilance en France, beaucoup d'entreprises étaient passées vraiment d'une logique de conformité qui prévalait, et que il fallait désormais que les enjeux des droits humains qui sont simplement devenus aujourd'hui des enjeux de compliance.
mais finalement, est-ce que la loi qui est en train d'être travaillée au Parlement pourra dépasser cela? Et c'est une question que je vais après poser aussi à Charlotte, c'est quelles sont finalement les opportunités de partenariat, puisque Raphaël a fini en disant c'est pas être contre anti-business que de travailler sur cette logique, mais au contraire d'être pro-business sur une démarche collective. Et donc finalement, quelles sont ces opportunités de partenariat constructif avec les entreprises, les ONG et les parlementaires comme Raphaël et d'autres? Merci beaucoup Raphaël. Bonjour à tous, bonjour monsieur le député. Donc peut-être aussi pour revenir sur ta question sur la logique de conformité des entreprises, parce que nous c'est quelque chose qu'on suit beaucoup au sein d'EDH. Donc EDH, 22 entreprises, toutes soumises à la loi sur le devoir de vigilance. Donc on a la partie droits humains et donc on fait une analyse annuelle des plans de vigilance pour regarder précisément comment cette loi est appliquée et les tendances des entreprises. Et cette question de la conformité, du risque que la loi de devoir de vigilance, que finalement les démarches droits humains ne soient plus que des approches de conformité et des approches tick the box qui seraient que c'est bon, on coche les cases, on s'arrête là, on ne va pas derrière, on ne va pas avoir l'esprit de la loi, on ne va pas essayer de gérer les enjeux opérationnels au plus bas niveau et finalement de gérer les risques et d'aller plus loin que juste des processus de conformité. C'est quelque chose qu'on a relevé, c'est quelque chose qu'on voit dans les pratiques des entreprises et c'est quelque chose qu'on a mis en avant. Et précisément, quand on parle de partenariat ONG, alors quand on regarde aujourd'hui les pratiques des entreprises par rapport à la française, par rapport à la loi sur le devoir de vigilance, clairement, ce n'est pas ce qui est mis en avant, l'association avec les ONG, les parties prenantes en général. Ce n'est développé que dans très, très peu de plans de vigilance aujourd'hui. Et quand ça l'est, c'est par rapport à des relations qui existaient déjà avant la loi sur le devoir de vigilance, et par rapport à souvent des comités de parties prenantes RSE qui étaient déjà institutionnalisés. Donc, il y a effectivement, c'est un point faible des plans de vigilance aujourd'hui, des démarches, et il y a quelque chose à faire et à imaginer et à inventer. Il y a encore, je pense, beaucoup de défiance réciproque entre les ONG et les entreprises. Alors, en France, on est dans une période de contentieux quand même, et de contentieux stratégique des ONG. Et donc, ça je pense, ça n'aide pas à créer des relations approfondies, en tout cas dans un premier temps, en attendant les premiers éléments d'interprétation, en attendant les premiers éléments des juges. C'est compliqué de créer des relations avec les ONG qui portent donc le devoir de vigilance en France. Nous, on essaye quand même de le faire au sein d'EDH et on arrive à créer des opportunités d'échange multi-entreprises, multi-organisations. On le fait avec les ONG, on le fait aussi avec les parties prenantes syndicales qui se mobilisent sur la question du devoir de vigilance. Et on essaye finalement de créer un cadre informel d'échange sur les démarches de prévention, sur comment faire en sorte qu'elles soient effectives sur les pratiques des entreprises et les attentes des parties prenantes. Et ça fonctionne plutôt bien, mais ça fonctionne plutôt bien, je pense, parce que, comme je l'ai dit, c'est multi-entreprises, multi-organisations, donc ce n'est pas des relations en face à face. C'est aussi des échanges qui ne portent pas sur une controverse ou sur une pratique particulière. Et très souvent, quand même, les ONG, les entreprises rentrent en dialogue autour, ou ne rentrent pas en dialogue d'ailleurs, autour d'une controverse. Donc là, c'est vraiment en temps de paix, si je puis dire, et donc c'est vraiment en pratique comment on fait. Et ça marche aussi, je pense, parce que les interlocuteurs qu'on a, nous, au sein de DH, c'est les porteurs de démarches de vigilance droits humains en interne, c'est souvent des interlocuteurs RSE ou éthique, compliance en interne, et ce sont ceux qui et ce sont encore aujourd'hui les seuls, je pense, ou pratiquement les seuls, qui connaissent les enjeux de droits humains, qui comprennent l'importance du dialogue avec les parties prenantes, l'importance aussi de la transparence, parce que je pense que c'est un enjeu, on pourra y revenir, mais cet enjeu de la transparence est fondamental dans les relations ONG-entreprises, et qui finalement sont les meilleurs alliés des ONG dans les entreprises. Donc, au sein de DH, on arrive à créer ce dialogue. Dans les entreprises, je pense que c'est plus compliqué, mais surtout, ce qui est intéressant, et ça revient à la question des approches de conformité, c'est que l'intérêt d'une relation ONG-entreprise, ça doit être plutôt au niveau opérationnel. Et c'est là où il y a les risques.
Quand je dis opérationnel, c'est autour d'un enjeu, autour d'un pays, autour d'un projet particulier. Et c'est là où il y a les risques et c'est là où les solutions innovantes doivent être créées. Et c'est là où les partenariats ONG, je pense, ont tout un sens pour l'amélioration des pratiques sur le terrain. Et quand on regarde aujourd'hui où en sont les entreprises dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance, ça fait 4 ans, hein, donc elles ont formalisé leur cartographie des risques, elles ont mis en place les processus donc plutôt de conformité pour couvrir toutes les activités, et elles sont véritablement, pour celles qui sont les plus avancées, au stade de cette opérationnalisation de comment on identifie, enfin comment on gère plutôt un enjeu opérationnel, un enjeu lié à un pays d'activité, lié à une activité, lié à un partenaire, lié à un secteur, etc. Comment on arrive à ce que la réponse soit effective et précisément comment on dépasse ces questions de conformité. Et pour ça, il faut qu'elles arrivent à, et le plus souvent, il faut quand même créer des solutions innovantes, il faut dépasser les réponses un peu standardisées de, par exemple, pour les relations contractuelles, une clause, une évaluation, etc. Il faut vraiment aller plus loin là où il y a des risques les plus sévères. Et moi, je suis persuadée que dans quelques années, c'est des démarches d'amélioration continue, et que dans quelques années, l'effectivité d'une démarche de vigilance pourrait être précisément jugée à la capacité pour l'entreprise d'avoir su créer de sortes de partenariats, d'avoir su aller chercher les acteurs externes à l'entreprise. Et ce n'est pas un réflexe traditionnel dans l'entreprise, hein, d'aller chercher ces acteurs spécialisés qui connaissent le pays, qui connaissent le contexte, qui connaissent les pratiques des États, qui connaissent les enjeux par rapport à un secteur, et d'avoir su créer des solutions durables pour améliorer sur le terrain les pratiques. Et plus les démarches de vigilance vont avancer, plus il y aura des enjeux à gérer opérationnels, plus je pense ce type de partenariat se développera, mais on est au début quand même des démarches droits humains dans les entreprises. On est encore au début des démarches de vigilance, même si ça fait 4 ans, on est au stade du déploiement effectif. La deuxième chose, je pense, c'est que je disais tout à l'heure que les interlocuteurs qui étaient familiers en fait, du dialogue ONG étaient plutôt les interlocuteurs RSE, éthiques, enfin ceux qui portent les démarches. Encore une fois, plus les démarches vont avancer, plus les démarches de vigilance avancent, plus d'autres acteurs de l'entreprise, d'autres filières sont amenés à gérer, à devoir identifier ces risques, à devoir les gérer. Je pense aux acheteurs, aux business développeurs, quand ils vont dans un nouveau pays, un chef de projet qui a une nouvelle activité, qui gère un site, etc. Et donc, plus ils vont devoir gérer ces risques, plus ils vont devoir les comprendre, et plus ils vont devoir aller vers, encore une fois, les acteurs externes spécialisés. Et ça va aussi, je pense, améliorer les relations de confiance qu'on peut créer entre des entreprises et des ONG et sortir de encore ces positions de méconnaissance, puisque les entreprises ne connaissent pas les ONG et je pense réciproquement. Donc plus les démarches vont avancer, plus on va avoir des partenariats, je pense, intéressants, et plus les entreprises, en tout cas, auront intérêt à créer ce genre de partenariat constructif et des relations durables avec les ONG. Et la dernière chose, l'exemple que je pourrais mettre en avant, c'est que nous, on voit dans les entreprises qu'elles sont, pour gérer des risques particuliers, notamment liés à des filières d'approvisionnement à risque, elles se sont regroupées autour dans des initiatives sectorielles où on peut retrouver d'autres acteurs comme les ONG. Et donc, l'idée, c'est de mutualiser les moyens et les ressources, certes, mais aussi de pouvoir augmenter l'influence qu'on peut avoir, l'influence collective, où on est une entreprise versus plusieurs entreprises, et y compris des concurrents, face à un fournisseur, face à un État, face à des pratiques. Et ça permet véritablement d'agir en fait, sur toute la chaîne d'approvisionnement et d'identifier véritablement là où il y a des risques et comment agir. Et ces systèmes, alors je ne sais pas si ça doit être public dans un premier temps ou pas, voilà, mais ces systèmes d'influence collective où on peut associer l'influence d'une entreprise ou des entreprises, l'influence d'une ONG, l'influence aussi des parlementaires, l'influence de tous les acteurs qui veulent faire avancer les pratiques sur un enjeu particulier ou lié à un territoire particulier, là où en face d'État ou d'administration ou des pratiques qui sont vraiment très difficiles à faire avancer tout seul, ces espaces d'influence collective pour faire bouger les lignes, et je pense quelque chose à développer, à penser par les entreprises. Peut-être Raphaël Glucksmann, sur la question de la compliance au départ, et peut-être revenir sur le partenariat. Donc, Charlotte a parlé de la transparence, l'importance de la transparence. Vous vouliez réagir ?
je pense que la réponse a déjà été donnée, mais en tout cas, dans la proposition du Parlement, c'est très clair que le respect des obligations de vigilance n'exempte en rien les entreprises de leur responsabilité civile en cas de violation grave des droits humains. Donc, dans le cas de la législation, en tout cas du projet législatif du Parlement européen, je pense qu'on répond au risque du tick the box et qu'on a anticipé. Après, c'est évidemment le spectre qui nous menace. Enfin, pour moi, ce serait de transformer ça en exercice de compliance. Ça ruinerait le tout, mais pour ça, c'est vraiment la question de la justice, à mon avis, qui est essentielle, et de la responsabilité civile qui doit être affirmée. Moi, je pense pénale. Mais... Donc, il y a dans le texte du Parlement européen, et à mon avis, c'est typiquement le genre de détail sur lequel on va devoir juger la directive produite par la Commission. Parce que c'est ce genre de détail qui va définir l'ambition et l'ampleur, en fait, du devoir de vigilance européen. Et là, on aura besoin vraiment de la pression. J'ai vu des questions, parce que j'anticipais, j'ai vu des questions sur les critiques de l'association Sherpa et d'autres, mais c'est typiquement le cœur du problème. Et sur le partenariat, dans notre proposition, on insiste vraiment sur le rôle clé des acteurs qui doivent être définis de manière large, syndicats, associations de travailleurs, communautés locales, ONG, populations indigènes, par exemple. Et cette implication doit être essentielle. Et pour moi, l'accès à la justice est l'autre question fondamentale qui va devoir être l'objet, à mon avis, d'un combat. C'est ce qui sort, en fait, le devoir de vigilance de l'exercice de compliance, comme on dit en nos langues, et qui le viderait de sa substance et qui en ferait quelque chose, une avancée toujours positive, mais qui serait un exercice de gestion et de comptabilité et aussi de communication. Moi, je crois que là, on est face à quelque chose qui peut être beaucoup plus profond comme transformation, mais à condition, effectivement, qu'on se préserve de ça. On a retenu, nous, dans notre travail, on a beaucoup réfléchi, en fait, sur la loi française et la manière dont elle a été suivie ou pas. Et on a essayé de s'en prémunir. On n'a pas réussi sur tout, mais vous savez, c'est comme toutes les grandes idées, en fait. On est dans un moment de rapport de force et on n'y est pas encore à la définition parfaite du devoir de vigilance. Et tout à l'heure, il y avait la question des négociations à l'ONU de 2014. J'ai vu passer l'idée, une question, parce que j'ai triché dans ce que j'ai dit à Raphaël quand j'ai regardé déjà les questions, mais il y avait une question sur où on en est à l'ONU, je crois. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Europe, qui est en discussion sur une législation qui pourrait être innovante et précurseur, est quasi absente des débats internationaux, en fait, et complètement à la traîne. Donc, on n'a pas encore réussi. J'ai un effet discothèque maintenant sur moi. Je ne sais pas si vous ferez ça à l'image aussi, mais c'est pas grave. On n'a pas encore de certitude et de visibilité sur le niveau d'implication des dirigeants européens, en fait, sur cette question. Le Parlement, oui, mais moi, j'ai encore un doute sur le niveau d'implication, par exemple, des dirigeants français. Est-ce que il pourrait y avoir un leadership français sur la question et on n'y est pas encore. Donc, il y a des vraies questions et tout dépendra encore une fois de plus de l'implication de la société civile et pas simplement des entreprises et des ONG, on en a parlé, mais des citoyennes et des citoyens. Et je crois que là, il y a quelque chose qui se joue dans les mois qui viennent, en fait. On saura si la montagne accouche d'une souris ou si vraiment on est face à une entreprise de transformation. Peut-être pour réagir et rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'accès à la justice. C'est vrai que le forum Business et droits humains qui se tient à Genève tous les ans, on a fait, et font beaucoup de reproches à ce forum de rester et finalement assez peu
s'intéresser aux droits civils et politiques, aux questions de justice et d'accès à la justice. Et c'est un peu le reproche que l'on fait souvent aux approches et aux débats onusiens et internationaux, c'est d'aborder à la marge, mais de ne pas rentrer dans le vif du sujet sur les questions un peu plus touchy. Et peut-être là, je voudrais revenir peut-être sur la campagne Chine. Est-ce qu'elle n'est pas là justement pour montrer les limites de l'exercice? Il y a eu des victoires, Adidas, Lacoste, qui ont convenu d'arrêter les approvisionnements du Xinjiang, mais la contre-offensive des autorités chinoises a montré les limites de l'exercice. Alors, je vous pose la question à vous deux, est-ce qu'il y a des limites à cet exercice dès qu'on approche les questions d'accès à la justice, des questions de droits civils et politiques et tout autre des droits fondamentaux? En tout cas, enfin, pour moi, ce que les campagnes qu'on a organisées sur les multinationales, notamment du textile, qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours, c'est à la fois ça a montré deux choses paradoxales. À la fois la puissance de la mobilisation, parce que en réalité, on a quand même réussi, avec la mobilisation de centaines de milliers de jeunes, à faire céder des grandes marques comme Adidas, comme H&M, comme d'autres qui ont accepté de réviser leur chaîne de production. Alors ça s'explique parce qu'en fait, ces grandes marques, comme toutes les grandes marques, reposent sur deux piliers. D'un côté, la recherche du coût de production le plus bas possible, et de l'autre, ce qui les pousse parfois à travailler avec des esclavagistes, et de l'autre, une image de marque. Et quand les deux entrent en collision et qu'on fait assez de bruit pour avoir un impact très fort sur l'image de marque, la marque est amenée à peut-être sacrifier une partie du premier pilier et à réfléchir de manière sérieuse sur sa chaîne de valeur. Donc, il y a des succès, mais il y avait déjà des échecs comme Nike ou d'autres. Et surtout, ce qu'on a vu là dernièrement, c'est que ces succès, s'ils ne s'ancrent pas dans la loi et dans un processus politique, juridique, ils sont réversibles. Parce qu'en réalité, ce qu'a fait le gouvernement chinois, c'est d'organiser une contre-campagne, faire exactement l'inverse de ce que nous, on avait fait, une campagne en miroir. Et cette campagne en miroir, en ciblant par exemple H&M, qui avait été l'une des multinationales qui avait le plus assumé publiquement la révision de sa chaîne de valeur, eh bien, pour en chasser l'esclavage des Ouïghours, la campagne en miroir contre H&M a été un désastre pour H&M. Et en réalité, ce que ça veut dire, c'est que l'indécision au niveau politique, le fait qu'on fasse reposer la responsabilité par l'acheter politique sur les entreprises, eh bien, ça place les entreprises devant un choix impossible qui, en réalité, ne devrait pas relever de ces entreprises, ça doit relever de la loi. Et en universalisant l'obligation de ne pas travailler avec des esclaves, ce qui est quand même basique, eh bien, on protège en réalité les entreprises du fait qu'elles sont devenues otages du marché chinois. Je veux dire, quand Volkswagen, moi j'ai interagi avec les patrons des grandes entreprises visées, quand Volkswagen vend 40% de ses voitures à l'année en Chine, Volkswagen n'a aucun intérêt en fait à employer des esclaves. C'est une décision du Parti communiste chinois d'obliger Volkswagen à travailler dans la région des camps et à bénéficier de la réduction de l'esclavage des Ouïghours. C'est en fait, Volkswagen est otage. Donc Volkswagen, parce que Volkswagen dépend à ce point de la Chine, Volkswagen est otage et consent à participer au système concentrationnaire chinois. Donc on a besoin d'une loi pour, en fait, même du point de vue des entreprises, les libérer de cette responsabilité. Parce que, étant tellement dépendantes des autorités chinoises et du marché chinois, eh bien, elles ne pourront pas prendre les mesures nécessaires, elles ne voudront pas et souvent ne pourront pas prendre les mesures nécessaires tant qu'elles n'y sont pas obligées. Et c'est ça la limite pour moi des campagnes d'activisme qui sont extrêmement importantes sur la mobilisation et la conscientisation de la société et des individus et des citoyens. Si elles ne débouchent pas sur une loi, si elles ne débouchent pas sur un acte législatif fort et universel, finalement, elles sont toutes réversibles, ces campagnes.
Et l'idée, c'est précisément que le parapluie de la loi protège d'abord les droits humains, c'est l'objectif, et les droits environnementaux, les droits sociaux, mais ensuite protège même les entreprises du chantage dont elles peuvent être les victimes, comme H&M vient de l'être. Non, peut-être sur cette question de la mobilisation des campagnes, je pense que, alors moi, ça fait 12 ans que je bosse avec les entreprises et les pratiques avancent en fait. Et les pratiques, elles avancent par rapport à quoi ? Aussi par rapport à ces campagnes qui n'ont peut-être pas d'effet visible tout de suite par rapport à des lois ou des conséquences juridiques, mais en interne, ça fait bouger les choses. Et ces campagnes, il y a les campagnes, les ONG, il y a les campagnes que vous faites, etc. Mais ces campagnes, elles sont aussi reprises par d'autres acteurs qui font aussi bouger les lignes dans les entreprises. C'est les agences de notation extra-financière, c'est les investisseurs, c'est les clients, les clients qui vont de plus en plus s'interroger, et depuis notamment la loi sur le devoir de vigilance, qui vont aussi pour se protéger interroger leurs fournisseurs qui peuvent être des grands groupes. Donc, tout ça sont des leviers de mobilisation pour changer les pratiques en interne. Ce qu'on a vu sur la loi de vigilance, c'est que ça a permis, y compris dans les entreprises qui avaient déjà des démarches droits humains, ça a permis de mobiliser plus d'acteurs en interne, ça a permis de favoriser une compréhension commune, ça a permis de systématiser des processus où on va aller identifier les risques les plus sévères comme les moins sévères, mais en tout cas on va chercher à les identifier, ces risques de droits humains, et bien évidemment à partir du moment où ils sont identifiés, ils sont traités, parce qu'il ne faut pas croire que les entreprises se disent tiens, entre ça et ce projet-là, bon, je sais qu'il va violer un droit humain, j'y vais pas. Non, c'était pas comme ça que je pense que la question se posait, c'était qu'on les voyait même pas, ces risques, et on les identifiait pas et on cherchait pas à les identifier. Et ce qu'a permis la loi sur le devoir de vigilance, c'est précisément de formaliser ces processus d'identification et donc de se poser la question. Et bien évidemment, les campagnes des ONG, les campagnes des parlementaires et tout le contexte, ce qui se passe, participent aussi à ce rôle d'alerte qu'il doit y avoir au sein des entreprises pour qu'elles puissent prendre la décision en connaissance de cause et décider, enfin, voilà, par rapport à finalement les droits humains rentrent dans leur spectre comme un critère de décision. Et ça, c'est relativement récent, mais les pratiques bougent en entreprise, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles par des engagements, par des positions publiques, que ça ne fait pas bouger en interne, et ça avance. Je veux juste préciser une chose. Évidemment, je ne disais pas qu'elles étaient inutiles. Hein. Je disais qu'il y avait une limite et que finalement, on avait quand même besoin de la loi, de la norme pour que ça s'universalise et ça avance plus vite. Et d'autre part, l'existence même de la loi et de la norme repose sur la conscientisation par ces campagnes. C'est-à-dire que jamais les députés du PPE auraient voté pour ce texte s'ils n'avaient pas vu que c'était vraiment un souci des consommateurs, un souci même maintenant de plus en plus des entreprises elles-mêmes et un souci des citoyens. Donc, je veux dire, il doit y avoir une interaction en fait entre ces campagnes et les avancées législatives. Mais par exemple, sur la question de l'esclavage, il y a quand même une question qui doit être posée sur la question de la volonté politique. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin, quand on sait la présence de l'esclavage dans les chaînes de production via les sous-traitants en Chine, on a besoin d'une décision politique. Or, le processus du devoir de vigilance va être extrêmement lent, et donc ce dont on a besoin maintenant, c'est d'une décision que les Américains ont su prendre, donc les Européens pourraient tout à fait prendre, c'est-à-dire d'une décision de bannir les produits de l'esclavage des marchés européens. Et ça, c'est une décision, par exemple, qu'en Europe, on n'arrive pas à prendre, non pas parce qu'on ne pourrait pas le faire, mais parce qu'on n'a aucune volonté de le faire, sachant que, par exemple, ça heurterait des grandes entreprises européennes. Et donc, bien sûr qu'il y a une évolution par la société, mais il y a aussi... je le vois, moi, dans le débat ici, honnêtement, on ne rencontre même plus de lobbyistes du gouvernement chinois. On rencontre des lobbyistes de Volkswagen, Siemens, travaillant pour le gouvernement chinois, mais sans même être payés par le gouvernement chinois, parce qu'ils ont trop d'intérêt en Chine. Et que donc, chaque conflit commercial potentiel entre l'Europe et la Chine serait un désastre pour eux.
Et moi, ce que j'essaie de dire, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, Charlotte, mais il y a aussi besoin de la décision politique et de l'universalité de la loi et de la sanction. Non, mais d'autant plus, et je rejoins ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, mais y compris les entreprises, il y a de plus en plus d'engagements d'entreprises qui sont en faveur d'une législation européenne, voire d'une législation internationale, pour cette question de level playing field. Et donc, je rejoins aussi ce que vous disiez, c'est que cette loi doit aussi être, cette directive doit aussi être l'occasion de toucher les entreprises européennes, mais toutes celles qui exercent une activité commerciale sur le territoire de l'Union. Mais ça, les entreprises, il y a de plus en plus de soutien, on va dire, en faveur de ce level playing field. Je voulais juste rebondir. Je pense que quand même Raphaël a pointé du doigt dans le triptyque qu'on avait mentionné, ONG, campagne, on avait entreprise et parlementaire. Il manque quand même les États et leur rôle. On ne peut pas oublier que c'est d'abord aussi une question des États, et c'est vrai que c'est ceux qu'on entend le moins ces derniers temps. Et c'est là où le politique doit reprendre la main par la loi de devoir de vigilance. Elle doit reprendre la main aussi dans la relation qu'elle a avec les entreprises. Et c'est là où la question, quel doit être ce rôle des États dans ce triptyque. C'est une question. Et je vous propose après qu'on puisse passer peut-être avec aux questions de tout le public, des participants, parce qu'il y a pas mal de questions. Donc on pourra éventuellement en dérouler, sachant que on a une petite demi-heure puisque Raphaël devra nous quitter vers 18h, et puis l'idée c'est de maintenir le cadre des talks à 1h30 maximum. Voilà. Juste sur le rôle des États, c'est ça la question. Enfin, il y a quand même une incohérence fondamentale aujourd'hui, qui est qu'on a une loi française qui a été votée en 2017, que c'est un sujet qui pourrait être un grand projet européen qui conviendrait à une histoire française, donc, puisque on était le premier pays européen à avoir une loi sur le devoir de vigilance, une loi globale sur le devoir de vigilance, mais c'est absolument pas porté par les autorités françaises aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas porté par les autorités françaises, ni à l'ONU, ni dans le cadre du G7 qui arrive, ou dans le cadre du sommet UE-US, ou dans le cadre de l'Europe elle-même. Donc pour moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à analyser. Sinon, peut-être ces autorités n'ont pas voulu embrasser l'esprit de la loi française à défaut de la lettre. Et il y a un recul sur la question de politique de l'exécutif. Non, moi, je veux dire, comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'on est dans une discussion sur le devoir de vigilance des entreprises et dans le même temps reculer à ce point face à des mesures commerciales sur les importations de produits d'esclavage? Comment on peut dire qu'on est dans un objectif ultime à la sortie de l'année 2020, qui est la réindustrialisation de l'Europe et l'audit sur les chaînes de valeur et la fin des délocalisations, et dans le même temps ne pas faire du devoir de vigilance d'entreprise un étendard politique pour notre nation? Moi, je trouve que là, il y a une opportunité ratée politique pour la France. On préfère signer les accords d'investissement avec la Chine plutôt que d'en faire une question de fond dans le débat européen, la question du devoir de vigilance et de cette restructuration des chaînes de production. Donc là, il y a un échelon manquant. Et je pense, enfin, j'espère, il y a la présidence française de l'Union européenne qui va arriver. Il faudrait qu'il y ait un immense effort français pour en faire un étendard de ce que ça veut dire que l'Union européenne. Et là-dessus, en plus, on peut s'adresser pas simplement à la communauté des droits humains, quoi, mais aussi parler à des gens qui sont devenus extrêmement sceptiques sur l'Union européenne parce qu'ils la voient comme un cheval de Troie de la mondialisation, qui pensent que
finalement, tout ça, c'est juste une machine à créer des accords de libre-échange et qu'à aucun moment, on va défendre les droits sociaux ou les droits environnementaux. Ben là, il y a un projet pour redonner une crédibilité à l'Union européenne. Et pour ça, il faudra poser des actes forts qui, bien sûr, heurteront des intérêts européens. Mais il n'y a pas de politique sans heurter des intérêts, il n'y a pas de transformation du monde sans heurter des intérêts, il n'y a pas de respect des droits humains s'il n'y a pas des évolutions qui forcément perturberont des intérêts. Il y aura beaucoup d'entreprises, Charles l'a dit, qui sont partie prenante de ce changement, mais il y aura aussi des entreprises qui refuseront, parce qu'elles ne veulent pas, et parce qu'elles ont une structure de production qui a un schéma, un business plan qui a priori, est réticent à ce type d'évolution. Et donc, il faudra accepter de les confronter et d'être dans une logique conflictuelle d'idées, mais ça s'appelle la politique. Et c'est cet échelon-là qui pour l'instant. Mais cet échelon, il est aussi un aveu de faiblesse de la France qui, toute seule, ne pense, peut voir rien faire. Et même la question, c'est est-ce que même au niveau européen, il n'y a pas aussi un aveu de faiblesse? Et est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers d'autres partenaires? Est-ce que les États-Unis peuvent être un partenaire dans cette logique? Est-ce que d'autres peuvent être des partenaires? C'est aussi une question. C'est la question de l'aveu de faiblesse et du calcul froid. La balance gain, bénéfice, risque. Alors, je ne sais pas si c'est destiné à moi, mais juste en une phrase là-dessus, honnêtement, c'est beaucoup mieux si on a plein de partenaires. Il faut le pousser à l'ONU et c'est bien de le faire avec les Américains, mais il n'y a aucun aveu de faiblesse sur le marché européen. Il y a une décision de faiblesse pour l'instant, mais si on l'applique réellement, le devoir de vigilance, à l'échelle du marché européen, on aura un impact sur le monde. Et réellement sur le monde, parce que, encore une fois, je sais qu'on se sent faible. On se sent faible parce qu'on est faible politiquement, mais en réalité, l'Europe, c'est le premier marché du monde. Enfin, faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Il n'y a aucune faiblesse européenne sur cette question. Il y a une décision de l'Europe de ne pas être encore forte. Mais passons ce projet, allons jusqu'au bout et menons une politique ambitieuse sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne. Et vous verrez qu'on aura un impact et qu'on sera fort. Et que d'ailleurs, les Américains suivront. Pour une fois, ce sera l'inverse, quoi. Alors, c'est un autre sujet, mais ça me semble relié. C'est la question des entreprises à mission et l'éviction en mars dernier d'Emmanuel Faber de Danone. Est-ce que là aussi, c'est pas une sorte d'aveu de faiblesse de cette idée qui a émergé ces dernières années qu'on pouvait faire du business éthique ou en tout cas d'une autre manière et la remise en cause du modèle d'entreprise à mission par des fonds activistes. Avant, on les appelait les fonds de retour, mais finalement, c'est la même chose. Est-ce que ce n'est pas une remise en cause de cet aveu de faiblesse du modèle? Charlotte ou Raphaël? Non, ben, je connais pas les dessous de l'histoire Danone, mais je pense que c'est le sens de l'histoire, en fait, cette responsabilité élargie des entreprises et qu'elles en sont de plus en plus conscientes et qu'elles ont, et on l'a vu avec la crise sanitaire, mais on le voit avec les oppositions, enfin de plus en plus fortes des consommateurs, bien sûr, mais des citoyens aussi en général, et qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle à s'interroger pour avoir un exercice durable de leur activité et que dans 10 ans, ce qu'on attendra d'elles dans 10 ans, sera beaucoup plus axé sur l'intégration de la RSE, l'intégration de leurs impacts, le rôle qu'elles peuvent avoir dans la société sur les droits humains et de la société et le territoire de leurs activités, mais aussi à travers la supply chain, le rôle qu'elles pourront avoir dans le cadre de, je ne sais pas moi, la protection des lanceurs d'alerte, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui montent. Alors là, pour l'instant, il y a peut-être des freins et c'est des choses qui ne sont pas forcément compris parce que les entreprises n'ont pas l'habitude de travailler dessus. Hein. Je pense à la question on en parlait tout à l'heure, de la réparation, de l'accès à la justice, etc. C'est des choses qu'elles ne connaissent pas et c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste qu'elles n'ont pas l'habitude et c'est des choses à créer. Mais je pense qu'elles comprennent que c'est quand même le sens de l'histoire.
Et vigilance, il y a de la vigilance en France, il y aura à un moment donné la vigilance au niveau européen, et même avant la vigilance, il y a les attentes des investisseurs. Encore une fois, hein, les démarches de vigilance ont commencé avant la loi française sur le devoir de vigilance, dans la plupart dans les grandes entreprises en tout cas. Il y a les contrôles, les dénonciations des ONG, et il y a des attentes des citoyens, des consommateurs et aussi des salariés aujourd'hui. Donc je pense que peut-être qu'il y en a qui freinent, mais que quand même c'est le sens de l'histoire de réinterroger la responsabilité de l'entreprise dans une responsabilité sociale élargie, et avec les lois pionnières françaises, devoir de vigilance, pacte, etc. D'accord, mais je vous propose peut-être de lire quelques questions dans le chat, dans le module de questions. En se focalisant sur l'international, des problématiques nationales ne sont-elles pas occultées? Certes. Ah, attendez, est-ce que vous êtes au courant sur comment progresse le travail à l'ONU, le groupe de travail à l'ONU pour établir le cadre national? Est-ce qu'on a, parce qu'il a été lancé en 2014 et on est en 2021, est-ce que vous avez l'un ou l'autre, des informations sur ce qui va découler de l'ONU? Pénélope Faulkner du comité Vietnam nous demande sur elle précise, elle dit que les accords de libre-échange sont discutés, mais sur deux tables différentes. Les droits de l'homme et le commerce ne sont pas discutés ensemble. Est-ce que, à votre avis, c'est le nœud du problème, le cœur du problème, le fait que, notamment à la Commission européenne, dans les délégations sur place, ils délient totalement les questions commerciales et les questions des droits humains. J'essaie de vous trouver une autre question. Est-ce que vous avez envie de répondre à quelques questions du chat? Voilà. Moi, je viens répondre à la question de Pénélope parce que c'est Faulkner, parce que c'est le cœur même en fait de mon mandat. Moi, quand je suis arrivé au Parlement, j'ai vu qu'il y avait à peu près la même division au Parlement entre la Commission et le service d'action extérieure. C'est-à-dire, en gros, ceux qui se soucient des droits humains vont en commission droits humains, et ceux qui se soucient du commerce vont en commission commerce international. Et les uns, en droit humain, font des pétitions de principe pour protester contre les accords de libre-échange, et les autres, en commission commerce, eh bien, en réalité, signent ces accords sans soucier des premiers. Et tout le but de mon action, et je recommence à m'écouter, à avoir un écho, donc j'éteins. Tout le but de mon action, c'est justement de faire en sorte que les deux se rejoignent. Et effectivement, Pénélope a totalement raison, c'est là qu'est le principal problème. Et c'est, par exemple, prenez l'UE Vietnam, évidemment, moi j'ai voté contre et j'ai été même militant contre, et j'étais rapporteur sur la question pour la commission des droits humains. Et c'est ce qui m'a décidé à entrer en commission commerce d'ailleurs. C'était les échanges sur l'accord de libre-échange UE-Vietnam. Et ce qui fait que j'ai migré vers le commerce pour pouvoir justement, en commission commerce, défendre les droits humains et les droits environnementaux. Mais le cœur du problème, il s'exprime aussi, par exemple, quand vous écoutez aujourd'hui les dirigeants européens qui vous disent qu'il faut avoir une approche multifacette de nos relations avec la Chine. Ça pourrait valoir pour le Vietnam. Multifacette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il faut savoir exprimer notre désaccord sur la question des droits humains, et de l'autre, il faut savoir respecter les enjeux commerciaux de nos relations. Et si vous faites cette approche multifacette, qui est l'antithèse du devoir de vigilance, hein, de la philosophie même du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'un côté, on va avoir une opinion sur les droits humains, quitte à parfois prendre des sanctions individuelles, et de l'autre côté, on va continuer le business as usual, voire signer des accords d'investissement avec la Chine ou des accords de libre-échange avec le Vietnam. Eh bien, si vous faites ça, c'est qu'en fait, vous expliquez qu'en gros, vos protestations sur les droits humains n'ont strictement aucune valeur et aucune importance, parce que ce qui compte, c'est le numéro 2, c'est-à-dire le commerce et finalement l'enrichissement qu'il permet. L'idée, évidemment, c'est de mêler les deux. Moi, je ne nie absolument pas qu'on ait des intérêts commerciaux. C'est extrêmement important d'avoir des intérêts commerciaux et de savoir les défendre. Encore faut-il déjà que ce soit des intérêts commerciaux pensés à long terme et pas simplement les intérêts de certaines boîtes et de certains actionnaires de certaines boîtes à court terme.
pourrait discuter du cas Danone, par exemple. Mais, l'idée, c'est vraiment de mêler les deux. Et la rencontre des deux, en réalité, fait que ça s'appelle une politique. C'est-à-dire la rencontre de l'enjeu commercial, des intérêts commerciaux et des principes des droits humains, des droits environnementaux et des droits sociaux. Et le problème, c'est que c'est extrêmement lent. Alors, les accords qu'on signe aujourd'hui sont quand même pas aussi cataclysmiquement mauvais que les accords qui étaient signés il y a 10 ans. Mais moi, je suis pour qu'on signe un moratoire sur les accords de libre-échange. Je trouve qu'on n'est pas capable d'avoir une feuille de route qui soit en accord avec les accords de Paris et en accord avec nos principes sur les questions des droits sociaux et des droits humains. Et donc, tant qu'on n'a pas cette feuille de route-là, tant que les choses sont divisées, même si on met un peu de droits de l'homme dans chaque accord et un peu de développement durable dans chaque accord de libre-échange qui est signé, tant qu'on n'a pas ça, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'en fait, ce n'est pas une politique commerciale, c'est simplement du commerce. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une politique commerciale, c'est-à-dire qui réponde à nos objectifs climatiques, à nos enjeux stratégiques à long terme. Donc, c'est des enjeux qui sont à la fois commerciaux et politiques. Il faut assumer qu'on a des enjeux politiques et que peut-être on a plus intérêt à développer la démocratie tunisienne que l'appareil productif chinois. Enfin, je ne sais pas, c'est possible de considérer ça aussi. Et qui est le respect des principes élémentaires, les principes de base qui sont censés être à la fondation de la construction européenne. Donc, je suis totalement d'accord avec Pénélope. C'est un des immenses problèmes, c'est l'autonomisation de la DG Trade, de la Commission et des gens qui s'occupent du commerce. Comme si le commerce était un monde en soi. Non, le commerce, ça répond à des ambitions, à des intérêts et à des principes. Et donc, c'est pas une fin. Et ça, c'est l'esprit qui a habité les gens qui signaient ces accords, qui les rédigeaient et qui les ensuite vendaient pendant très longtemps. Et on en sort très lentement et à coup de combats politiques très difficiles à mener. Merci Raphaël. Corentin de la plateforme, je me permets de prendre le relais de Raphaël qui est momentanément indisponible. À nouveau, nous avons perdu Raphaël. Oui, Raphaël est difficile à avoir en ce moment. Donc Charlotte, je pense que Charlotte, j'aurais une question pour vous. Oui. Quelles sont les mesures de contrôle à l'attention des entreprises européennes en faveur du respect des droits humains? Et ces mesures sont-elles dissuasives? Comment mesurer leur efficacité? Les mesures juridiques, enfin, en général, les mesures... Oui, le cadre normatif européen. Européen, alors européen, peut-être que monsieur le député répondra mieux que moi, mais il y a effectivement le régime général des sanctions de l'Union européenne qui permet de viser des entreprises et des individuels, et c'est ce qui s'est passé, sauf erreur de ma part, avec la question des Ouïghours. Il y a différents règlements qui sont, et je pense au règlement sur extractif, sur les minerais de conflit, qui demandent, et là c'est un règlement et il y a des sanctions juridiques derrière, qui demandent aux entreprises d'avoir une vraie due diligence, devoir de vigilance sur cette question des minerais de conflit, qui est un enjeu particulier. Voilà, il y aura la directive forcément j'espère, sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, c'est ce que je vois pour arriver à toucher des entreprises et surtout des entreprises dans les activités à l'international, en fait. Et après, il y a tout ce qui sont les questions, mais je ne sais pas si vous appelez ça des mesures de sanctions dissuasives, je ne pense pas. Tout ce qui est lié au reporting extra-financier, où ça bouge beaucoup en ce moment. Et c'est par là, finalement, que les droits humains sont arrivés dans les entreprises. Hein. C'est parce qu'on leur demandait de rendre compte, d'être transparents sur ce qu'ils avaient mis en place en matière RSE en général, les droits humains en particulier. Et la France aussi a été pionnière sur la question du reporting extra-financier. Sur le cadre existant en Europe et, disons, les mesures de contrôle à l'attention des entreprises européennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Et est-ce que ces mesures qui existent pour l'instant sont dissuasives et comment pourrait-on mesurer leur efficacité? Clairement, les mesures qui existent aujourd'hui, alors je ne sais pas si dans ce qu'on dit existe aujourd'hui, c'est ce qui est prévu si jamais on va jusqu'au bout du processus ou pas, mais enfin, ce qui existe aujourd'hui réellement, non. Alors, là, personne ne peut me dire que ce qui existe aujourd'hui est dissuasif, puisque sinon la situation serait très différente. Par contre, ce qui est prévu
à mon avis, peut être dissuasif. Mais ça, c'est pour l'instant à l'état de projet. En réalité, aujourd'hui, on est quand même encore, même si je suis d'accord qu'il y a des évolutions qui ont lieu, mais on est quand même encore à l'année 0 de ça, enfin à l'année 1 si on veut, mais on est dans l'an 1. Mais ce qui est prévu est dissuasif. Pour juste prendre l'exemple des sanctions administratives qui sont prévues, elles sont les amendes proportionnelles au chiffre d'affaires, l'exclusion des marchés, des financements publics, tout ça, c'est des mesures qui sont extrêmement dissuasives pour des entreprises quand on parle du marché européen. Donc, pour moi, il y a dans le projet sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne des instruments de dissuasion qui sont extrêmement importants et qui seront pris en compte de toute façon par les entreprises. Je veux dire, quand on discute, y compris avec des entreprises qui sont pas du tout les plus vertueuses sur le plan du respect des droits humains, et qui luttent contre ce projet, si le projet va à son terme, elles seront obligées de restructurer leur chaîne de production et leur chaîne de valeur. Donc, bien sûr qu'il y a un élément dissuasif dans le projet qui est porté. Maintenant, pour que ce soit réellement dissuasif, il va falloir que ça aille à son terme. Et là-dessus, moi, je suis comme quelqu'un qui est au milieu du guet. C'est-à-dire que j'ai été extrêmement positivement surpris par la capacité qu'on avait à avoir une majorité large au Parlement sur un texte plutôt ambitieux, même si moi, dans le draft, il y avait plus, mais qui reste quand même extrêmement ambitieux. Simplement, j'ai une confiance fort limitée dans le processus européen. Pour que ça aille à son terme, il va falloir être très attentif et très impliqué. Mais bien sûr que ce sera dissuasif. Quant à l'existant aujourd'hui, ça n'a rien de dissuasif. La preuve, c'est que ça ne dissuade en rien des entreprises européennes de continuer à faire travailler des esclaves. Donc, et justement, en termes de calendrier, quel est le calendrier a priori à suite tu parlais d'un optimisme relatif par rapport à la suite, mais c'est quoi le calendrier? Ça a déjà été retardé là. On doit avoir une directive de la Commission qui reprend le projet du Parlement au début de l'automne. Ensuite, ça va être réexaminé au Parlement, validé si tout va bien, et du coup transcrit ensuite dans les législations nationales. Donc en gros, on a encore un an de processus où à chaque étape, c'est tout à fait possible qu'on amoindrisse et qu'on aseptise le projet. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est ce qu'on avait, quand on avait fait le vote au Parlement, tout le monde était très content, mais on est au milieu d'un combat qui va être assez compliqué parce que, en plus, quand les choses sont discutées au Parlement, honnêtement, il y a quand même une publicité du débat, même si tout le monde ne passe pas sa vie à regarder les débats du Parlement européen. Heureusement, vu comme ils sont organisés, je comprends tout à fait qu'on ne passe pas sa vie à les regarder. Enfin, il y a quand même une publicité du débat parce que les parlementaires en parlent et que de toute façon, toutes les ONG regardent et que, par ailleurs, il y a quand même un regard citoyen plus facile. Là, quand on va aboutir à la question de la directive, voilà, il y a des gens, des lobbies qui sont contre. Enfin, je veux dire, c'est pas Business Europe. Je suis d'accord que beaucoup d'entreprises ont compris qu'il fallait évoluer. Enfin, Business Europe fait du lobbying pour amoindrir le texte. Donc là-dessus, on est encore face à une partie du patronat qui n'a pas compris que c'était l'avenir et donc qui essaye de limiter la portée du texte à son plus bas niveau. Et là-dessus, ce sera un combat, voilà, jusqu'au moment où c'est acté. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où on a, je ne sais pas moi, une ONG ou une rescapée des camps ouïghours qui arrive à porter plainte en Europe contre une entreprise européenne ou pas, une entreprise qui est enregistrée en Europe ou qui vend en Europe et qui, via les sous-traitants qu'elle a en Chine ou les fournisseurs, a
l'a obligé à travailler en tant qu'esclave. Et donc là, on aura gagné, mais jusque-là, chaque étape sera compliquée. Et j'incite pas du tout au pessimisme, hein, j'incite juste à l'action, quoi. Il y a aussi d'autres initiatives pour répondre à la question dans d'autres pays européens. Donc, on a eu la France, la pionnière, mais il y a l'Allemagne, il y a la Norvège, il y a les Pays-Bas. Enfin, je crois qu'il y a l'Espagne qui a un projet, la Belgique. Enfin, il y a des initiatives partout, des initiatives législatives et des initiatives de la société civile. Et que si, au bout d'un moment, tous les pays nationaux il faudra voir, il y aura sûrement des questions d'articulation entre les exigences, hein, parce que toutes ne prévoient pas la même chose, notamment par rapport à la loi française. Et là, je réponds à la question par rapport au RIAN. Aujourd'hui, le spectre de la directive européenne tel qu'il est prévu aujourd'hui, voilà, on va voir s'il sera amoindri, est plus large que la loi française en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes d'entreprises soumises, en termes de détails aussi sur le devoir de vigilance. Donc, il y a quand même des enjeux au niveau du contenu même de la directive européenne et qui devra aussi s'articuler par rapport aux autres législations nationales européennes qui arrivent et qui arriveront vraisemblablement avant la législation européenne, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. Justement, Charlotte, vous nous parliez des initiatives de différents pays. Il y a une initiative qui avait été lancée qui s'appelait Carton Vert en 2016. Une initiative à l'origine, en fait, à l'initiative de plusieurs parlements nationaux qui appelaient à une action européenne. Je ne sais pas, Raphaël, Charlotte, si vous pouvez nous donner des nouvelles de cette initiative. C'était lancé par Daniel Auroy, non? Tout à fait. Je ne sais pas du tout où ça en est. Bon, maintenant qu'il y a une future directive, je pense que un projet de directive, le Parlement s'est saisi de la question, mais honnêtement, je ne sais pas. Ah, j'ai même pas entendu la question là, en fait. Pardon. Il y a une initiative Carton Vert, excuse-moi, Corentin, je prends. Une Carton Vert lancée en 2016 par différents parlements nationaux en faveur d'une législation au niveau de l'Union européenne sur le droit de vigilance, et Corentin demandait où en était cette initiative. Voilà, très bonne réponse de Charlotte. Je n'avais pas entendu la question, mais je suis d'accord avec la réponse. En tout cas, vu qu'on discute là et qu'on est en plein dedans, c'est une réponse. Très bien, merci. Moi, je voudrais peut-être réagir à la question de l'autorité de suivi parce que c'est quelque chose qu'on suit beaucoup. On parlait un peu des engagements de l'État tout à l'heure dans les questions géopolitiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais nous, quand même, ce qu'on a vu avec la loi sur le devoir de vigilance en France, c'est qu'on a eu 2 articles du Code et qu'il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu de suivi de la part de l'État pour accompagner les entreprises, hein, et les entreprises ont besoin d'être accompagnées justement pour respecter cet esprit de la loi, pour comprendre cette loi. C'est pas des choses innées pour les entreprises et c'est pas juste de la mauvaise foi, mais c'est vraiment il y a un besoin de compréhension d'acteurs. Et donc on a regretté au sein de DH c'est un peu ce désengagement de l'État français par rapport à la loi française sur le devoir de vigilance et par rapport au suivi qui est aujourd'hui laissé à l'appréciation des parties prenantes de l'entreprise et au futur contentieux, et ça prend quand même du temps et il y a encore beaucoup de questions d'interprétation. Et donc, au niveau de l'Union européenne, je pense qu'un des grands enjeux, ça sera de savoir quel suivi pourrait être instauré pour s'assurer que toutes les entreprises européennes interprètent la future obligation de devoir de vigilance de la même manière et l'appliquent de la même manière et qu'il y ait vraiment une harmonisation et pas une harmonisation vers du moins du temps. Que ce soit plutôt des pratiques vers le haut et en particulier par rapport à l'expérience des entreprises françaises. On arrive à la fin de ce talk. Est-ce que pour finir, il y a la note d'espoir, elle vient d'où? Elle vient parce que Raphaël, il y a beaucoup d'espoir dans cette loi, mais en même temps des anticipations de difficultés à pouvoir la mener à son terme. Charlotte, beaucoup d'espoir dans l'idée que tu as parlé du sens de l'histoire et qu'on est dans le sens de l'histoire aujourd'hui à parler de ces sujets et à porter ces sujets au sein des entreprises, et finalement le mandat de EDH est dans le sens de l'histoire, donc c'est optimiste, et en même temps tu rappelais les difficultés. Alors si je vous demandais de terminer sur une note positive, c'est mon côté un peu optimiste, éternel optimiste.
Raphaël. Positive, évidemment. Regardez le chemin parcouru. Enfin, ça semblait complètement irréaliste il y a 10 ans, totalement utopiste. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Alors, l'accouchement est forcément difficile, avec des fois l'impression que l'enfant n'est pas aussi beau que ce qu'on avait anticipé au préalable. Mais bien sûr qu'on progresse là-dessus. Tout l'enjeu, c'est de progresser assez vite. Et pour ça, il faut assumer de porter des combats. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans un optimisme béat, mais je crois réellement qu'on tient là quelque chose qui a un nouvel horizon et qui peut transformer la chaîne de production des entreprises et au-delà de ça, transformer aussi le rapport des citoyens à la cité. Parce qu'on nous a quand même expliqué pendant 40 ans qu'en en gros, on vivait dans un monde de fatalité, quoi. La globalisation est la globalisation, la loi du marché est la loi du marché, et c'est ainsi et pas autrement, et vous n'y pouvez rien. Et à force de répéter aux gens qui n'y peuvent rien, eh bien, ils se sont désintéressés de la politique. Et là, tout d'un coup, il y a un projet, mais qui est un projet encore inabouti, mais qui est un réel projet où finalement, on comprend que chacun y peut. Alors, les entreprises, bien sûr, mais aussi les citoyens en participant en campagne ou en désignant des législateurs. Donc là, il y a, à mon avis, quelque chose qui peut réconcilier non seulement l'entreprise et les droits humains, mais aussi le citoyen et sa cité, capable, parce qu'il va la voir capable de réguler, de faire que le droit suive le fait et de finalement être autre chose que simplement les jouets de la fatalité qui s'appellerait globalisation, comme si nous n'y pouvions rien. Bah, si nous y pouvons, et nous pouvons faire évoluer les pratiques, et ce projet-là, pas simplement le projet législatif européen, mais le projet en général, ce que ça signifie, eh bien, c'est une reprise en main, finalement, du monde par ses habitants, par les habitants, dans un monde qui a des règles, qui a des droits, et où finalement, quand on va faire ses courses, on n'est pas soumis à un crime contre l'humanité à l'autre bout de la planète. Non, mais moi, j'irai dans le même sens parce que je suis optimiste, mais je vois vraiment un changement de pratique dans les entreprises et surtout des mentalités des personnes dans les entreprises. Hein. Et autant il y a quelques années, c'était encore non, mais le droit de l'homme, ça concerne les États, les entreprises n'ont rien à voir là-dedans. Autant aujourd'hui, il n'y a plus de questions sur la légitimité d'une entreprise à s'occuper des droits de l'homme. Et voilà, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais il y a vraiment un changement de mentalité des personnes en entreprise sur la compréhension d'une responsabilité d'une entreprise en matière de droits de l'homme. En tout cas, moi, je vous remercie parce que je dois courir. Hein. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Et merci à Charlotte aussi et à Raphaël s'il nous entend. Et à tout le monde. Un grand merci pour votre participation, pour votre présence parmi nous. Merci à Raphaël, merci à Charlotte, merci pour ces échanges des plus intéressants. On espère que vous avez pu apprécier la qualité de ces échanges sur tout un tas de sujets qui sont des plus actuels aujourd'hui. Ces talks prennent fin aujourd'hui avec ce dernier moment, ce 5e et dernier talk. On tenait à remercier toutes les personnes, peut-être Charlotte par exemple qui a suivi plusieurs de ces talks, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes parmi les participantes aujourd'hui, ce soir, qui ont participé à plusieurs de ces talks. Donc merci à vous pour votre fidélité, pour votre intérêt porté à ces sujets. On espère réellement que les personnes qui ont pu suivre ces talks ont appris des choses, et que ce soit dans leur sphère personnelle, leur connaissance personnelle ou plutôt professionnelle, puisqu'on a beaucoup de professionnels, même de personnes issues du monde institutionnel qui nous ont suivis pendant ces rendez-vous. J'espère que toutes ces personnes ont pu réellement apprendre des choses qui leur serviront dans leur vie de tous les jours, professionnelle ou personnelle.